C'est un plaisir de retrouver des amis, mais aussi mes élèves pour voir qu'ils évoluent bien et qu'ils tiennent à haute main la cardiologie camerounaise. Il m'a été demandé de faire une conférence sur le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales. Oui, pour faire avancer les diapositives, s'il vous plaît. Avant de commencer, je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est peut-être rendre hommage à des pionniers de la cardiologie camerounaise qui nous ont quittés. Je veux parler de mon grand frère, Wali Mouna, président de la Société de cardiologie du Cameroun, secrétaire général de la PASCAR, président de la PASCAR, et qui a organisé ici l'un des congrès les plus réussis de la Société panafricaine de cardiologie, un congrès conjoint avec l'International Society for Hypertension in Blood, et qui était un bâtisseur de l'unité de la cardiologie africaine. Wali Mouna fut mon grand frère, je l'ai accompagné un peu partout dans sa lutte pour l'avancement de la cardiologie africaine. J'ai aussi des amis, Feu Pierre Ndobo et professeur Daniel Lemoudoum, qui nous ont quittés. Et pour ces trois illustres personnages, je demanderai à la salle de se lever et d'observer une minute de silence. Merci beaucoup. Pourquoi ça part et ça? Voilà le sujet de ma thèse de doctorat d'État en médecine. Cardiopathie rhumatismale en Afrique, conditions étiologiques, données cliniques et paracliniques, à propos de 1780 dossiers. Donc c'est 84 à 2022, ça fait pratiquement 40 ans de cardiopathie rhumatismale. Et donc, si j'en parle, je peux déborder parce que très souvent, j'en parle avec passion parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis fort longtemps. Pourtant, c'est étonnant, mais quand mon maître, le professeur Jean-Pierre Bassan de Besançon, passe président de la Société européenne de cardiologie, m'appelle pour me dire, écoute Abdou, on a un cours sur les cardiopathies rhumatismales, on ne sait pas le faire. Est-ce que tu peux nous faire ça pour les étudiants de Besançon? J'ai dit oui, d'accord monsieur, mais les cardiopathies rhumatismales, c'est mon point quotidien. Et il y a quelques années, j'ai écrit à l'OMS pour demander s'il y avait un update sur les publications sur le rhumatisme articulaire aigu. Et Chanty Mendis, que vous voyez ici, elle m'a répondu en me disant merci pour cette attention, pour votre intérêt pour cette pathologie négligée. Ça m'a choqué. Pathologie négligée parce que moi je suis en plein dans les cardiopathies rhumatismales depuis fort longtemps et il me dit que c'est une pathologie négligée alors que au Sénégal les gens encore meurent de ça et partout en Afrique les gens meurent de ça. Un peu d'historique pour rappeler que le rhumatisme articulaire aigu est une affection vieille comme le monde. On en trouve mention dans les traités d'Hippocrate, dans le traité des affections, et c'est Jean-Baptiste Bouillot, c'est pourquoi on parle de maladie de Bouillot, qui a décrit les lésions cardiaques, de Bayou les arthrites, Sirenam la Corée, et Achoff et Geppel ont décrit en 1904 le granulome rhumatismal. Et ce n'est qu'en 1931 que Lancefield a typé le streptocoque bêta hémolytique. Et vous voyez, par la suite, en 1929, la pénicilline est apparue avec Fleming, et ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de médecine en 1945. Et donc, vous voyez que la pénicilline encore, depuis 1945, est toujours d'actualité avec le rhumatisme articulaire aigu. Affection négligée, négligée, disons, parce qu'il y a très peu d'attention, ça déconne. Très peu d'attention de la part de la communauté médicale, peu de publications ou de présentations dans les conférences. C'est très mal suivi par les médias. Les programmes de contrôle ne sont pas effectifs parce qu'il y a une concurrence déloyale
avec certaines maladies nouvelles comme le sida et plus récemment la pandémie à Covid-19. C'est une affection qui est associée à la pauvreté, qui a été éradiquée dans beaucoup de pays développés et qui reste encore un gros problème de santé publique dans des pays sous-développés et dans des pays affluents comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et surtout, c'est une maladie qu'on retrouve dans des communautés qui sont très surpeuplées. Affection post-infectieuse négligée, affection de l'enfant, mais aussi de l'adulte jeune, maladie sérieuse, débilitante, qui atteint et mortelle pour plusieurs millions de personnes, mais la prévention est encore possible avec l'usage de la pénicilline, mais surtout avec le développement économique et social. Les données épidémiologiques sont fort rares en Afrique, malgré qu'il y a des efforts de sensibilisation et des efforts de programmes de prévention. Et vous voyez que si on regarde cette map monde, l'Afrique reste encore le hot point de la maladie rhumatismale. Chez les enfants de 5 à 14 ans, vous avez une prévalence de 5 à 7 pour 1000. Dans ce travail publié il y a quelques années par le professeur Bertrand, c'est Sophie qui m'a fait sauter certaines phrases, vous avez la prévalence dans certains pays, l'Afrique de la forêt, l'Afrique de la savane, comme le Sénégal, et vous avez le Maghreb, des prévalences de 14, 21 et 43% selon la zone où on se trouve. Au Sénégal, en 2000, c'était la première cause d'hospitalisation dans le service. 24% de nos malades. Les hospitalisations étaient longues, 21 jours à 90 jours, 3 mois d'hospitalisation, surtout très souvent pour des poussées évolutives rhumatismales ou bien des insuffisances cardiaques réfractaires. Les lésions étaient sévères, il n'était pas rare de trouver un malade avec une surface mitrale à 0,5 cm2, une pression artérielle pulmonaire pratiquement suprasystémique à 120 mm de mercure chez un sujet jeune, ou bien des malades en poussée rhumatismale, car pratiquement 50% de nos malades jeunes étaient en poussée rhumatismale, mais ça a chuté jusqu'à 1% de poussée rhumatismale. La mortalité dans notre service était élevée, 13% à la première hospitalisation, 80% de nos malades mouraient avant 30 ans, donc c'était un gros problème dans le pays. Et si vous regardez la courbe de ces valvulopathies rhumatismales au Sénégal dans le service, de 2005 à 2015, vous voyez un déclin de ces cardiopathies rhumatismales. Par contre, vous avez l'émergence et la progression constante des cardiopathies ischémiques qui ont tendance à supplanter les cardiopathies rhumatismales dans nos lits d'hospitalisation. Et le groupe de cardiologie tropicale de la Société française de cardiologie avait initié ce travail conduit par Samuel Kingé, qui a donné les résultats suivants. C'est un travail rétrospectif, multicentrique, basé sur les registres des hospitalisations de 2004 en 2008. Et vous avez 7 pays, 12 services de cardiologie, 3441 patients. La moyenne d'âge de nos patients c'était de 29 ans. 1385 patients avaient des lésions sévères et nécessitaient et 1200 parmi ces 1300 nécessitaient de la chirurgie. Et pourtant, il n'y en a que 27 qui avaient bénéficié d'une cure chirurgicale dans ce travail. Les complications de valve Afrique, des cardiopathies rhumatismales dans ce travail valve Afrique étaient importantes. 62% de nos malades étaient en insuffisance cardiaque, 22% avaient des arythmies, l'endocardite était effective dans 4%, les événements thromboemboliques 4%, et la mortalité hospitalière était encore lourde à 16% dans ce travail. Donc l'Afrique subsaharienne reste encore le point chaud. On peut régler ce problème. L'Afrique subsaharienne reste encore le point chaud de la maladie rhumatismale,
avec une prévalence de 5,7 à 1 pour 1000 chez les enfants de 5 à 14 ans. C'est pourquoi la PASCAR, avec l'OMS Afro, avait fait une conférence, un symposium sur le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales en octobre 2005 à Drakensberg. Et voilà les participants à cette conférence. Et c'était sous la houlette de professeur Bongani Moessi, à qui nous rendons hommage parce que c'est aussi un des pionniers de la cardiologie africaine et un des champions de la PASCAR et qui nous a quittés récemment. Donc voilà la plupart des participants à cette conférence d'Akensberg sur le rhumatisme articulaire. La déclaration d'Akensberg, qu'on appelle encore ASAP, c'est public awareness, c'est-à-dire il faut informer le public, il faut conduire les études pour la surveillance, il faut faire un plaidoyer et faire la promotion de la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales en établissant des programmes ASAP partout en Afrique. Il y a des études qui ont montré que loin de penser que les cardiopathies rhumatismales sont en régression, tout dépend de la manière dont ces cardiopathies rhumatismales sont faites. Ici, dans plusieurs études, on a comparé la méthode clinique et la méthode avec échographie. Et vous voyez dans ce travail conduit par Eloa Malejon avec Jouven au Cambodge, qui ont été les premiers à sonner l'alarme en disant qu'en fait, si on se base simplement sur la clinique, on passe à côté de plusieurs lésions. Et vous voyez le dépistage clinique et le dépistage par échographie. Vous voyez que dans tous ces pays, au Mozambique, à Tonga, au Nicaragua, en Inde, vous voyez que en utilisant l'échographie, on a beaucoup plus de résultats. Dans la déclaration de Drakensberg, on a demandé à ce qu'on puisse faire des études échographiques pour traquer les patients asymptomatiques parce que les résultats obtenus sur les études cliniques sont loin d'être la réalité par rapport aux résultats obtenus par la méthode échographique. Et donc voilà les travaux pour pratiquement la plupart des gens qui ont fait des travaux en utilisant la méthode échographique, voilà ce qu'on trouve en général. Eloa Malejon 30,4 pour 1000, Biton en Ouganda 15 pour 1000, Cannes 16,5 pour 1000. Nous-mêmes, on a retrouvé en utilisant les critères de la World Heart Federation 16,3% dans des populations de sujets jeunes. Et le problème c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer le stéthoscope par l'échocardiographie dans le screening de ces cardiopathies rhumatismales. Et c'est un plaidoyer fort pour dire encore une fois, il faudrait qu'il y ait plus d'échographie pour pouvoir faire du screening de ces cardiopathies rhumatismales. Mais certaines questions doivent être posées. Est-ce qu'il est nécessaire de faire des screenings pour des patients asymptomatiques? Et comment ces études doivent être conduites? Quels sont les critères diagnostiques à utiliser? Et le rapport bénéfice-prix de ces screenings doit être aussi évalué. Tout ça, ce sont des questions. La World Heart Federation a publié des guidelines pour le diagnostic des cas subcliniques de rhumatisme articulaire aigu pour améliorer les résultats et pour pouvoir faire la comparabilité entre les différentes études et pour pouvoir créer aussi une certaine reproductibilité dans le screening échocardiographique. Et donc, en utilisant ces critères de la World Heart Federation, vous voyez ici Mayosi en Afrique du Sud, vous avez 2007, pratiquement 3000 patients, 55 nouveaux cas, une prévalence de 20,2%, mais les cardiopathies rhumatismales définies, c'est 13 cas, c'est 4,8 pour 1000, et borderline, 15,4 pour 1000. Et nous, dans le travail que nous avons fait à Dakar en 2019, 33 cas,
16,33 pour 1000 de prévalence, 4,9 cas, 4,9 pour 1000 de cardiopathie rhumatismale avérée et 11,4 pour 1000 de cardiopathie de cas borderline. Ce qu'il faut voir, c'est que les cardiopathies rhumatismales, c'est comme un iceberg. Et donc, vous avez des cas asymptomatiques qui sont là, qui sont en borderline, où il y a peu de signes échographiques, ou bien pas de souffle du tout. Et vous avez des cas symptomatiques. Là, c'est des cardiopathies rhumatismales avec insuffisance cardiaque. Là, ce sont des séquelles valvulaires. Et vous avez un grand nombre de malades qui ont besoin d'une cure chirurgicale et malheureusement, et vous avez une mortalité qui est très importante. Vous voyez que très souvent, entre la base et le sommet de l'iceberg, il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays. La morbidité et la mortalité en Afrique, c'est 80 à 85% des enfants avant 15 ans, environ 2 millions dans les zones d'endémie. C'est la principale cause d'insuffisance cardiaque chez l'enfant et l'adulte jeune. C'est la principale cause de handicap et de mort prématurée chez nos enfants. C'est une affection aussi qui atteint la population jeune et productive dans les pays sous-développés. Dans l'étude multicentrique africaine que l'on appelle THESUS sur le rhumatisme articulaire, sur l'insuffisance cardiaque, dans ce registre, le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathie rhumatismale constituaient pratiquement la troisième cause d'insuffisance cardiaque chez l'adulte, soit 14,3%. Ça s'accompagne surtout d'une mortalité qui est très importante chez les femmes qui sont en état de procréation. Et dans le travail réalisé dans le service, nous avions une mortalité effroyable, 34% de mortalité maternelle et un pourcentage très élevé de perte fétale et d'avortement ou d'accouchement prématuré. Mais il y a des progrès dans la prise en charge de ces cardiopathies rhumatismales. C'est l'augmentation du nombre d'études dans les pays sous-développés avec l'échographie, des études sur la progression de la maladie, des investigations sont faites aussi sur la pathogénie, mais on ne peut pas rentrer dans ce détail actuellement. Et des publications récentes ont montré que la morbidité et la mortalité sont en train de décliner dans certains pays. Et vous voyez le nombre de cas de rhumatisme articulaire aigu et de cardiopathie rhumatismale qui chutent dans les statistiques faites en Afrique du Sud. De même qu'à Limpopo Central Hospital, des études échographiques ont montré une décroissance des cas de cardiopathie rhumatismale de 36% par an. Et vous voyez aussi ce déclin de la mortalité publié par L'Isle Zulke, qui s'intéresse beaucoup aux cardiopathies rhumatismales en Afrique du Sud. Le déclin du rhumatisme articulaire aigu en Afrique, est-ce qu'on peut en parler? Oui et non, parce qu'il y a certes l'amélioration des conditions socio-économiques, parce que je vous rappelle que les cardiopathies rhumatismales ont commencé à décliner dans les pays développés, rien qu'avec l'amélioration des conditions de vie, bien avant l'apparition des antibiotiques. Il y a un accès beaucoup plus facile au centre de santé, il y a l'éducation maternelle et l'accès à la pénicilline qui est encore beaucoup plus facile pour le traitement des angines, encore que cela mérite encore aussi un débat, parce que la pénicilline n'est pas disponible partout. Ces cardiopathies rhumatismales ont un impact socio-économique parce que ça affecte la qualité de vie, ça affecte la croissance économique et ça surtout, comme c'est des affections des sujets jeunes dans des pays sous-développés, ça obère la croissance économique
et empêche d'atteindre le- les buts et diminue les efforts pour atteindre les objectifs du millénium pour le développement. Il y a aussi un impact socio-économique parce que nous avons calculé que au Sénégal, si vous faites le suivi d'un malade porteur d'une cardiopathie rhumatismale pendant l'année, ça coûte à peu près 236 euros en excluant, par exemple, les hospitalisations. Mais la chirurgie valvulaire, c'est environ 3 500 à Dakar, à Abidjan 5 300 000, en France à peu près 11 millions, et le ballon du nuet coûte à peu près 1 million de francs CFA. Cela peut être diminué parce que très souvent maintenant, on a tendance à utiliser un ballon du nuet pour faire 2 ou 3 malades à la foulée pour diminuer le coût. Et comment gérer le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales? Vous avez un agent qui est connu, c'est le streptocoque bêta-hémolytique. Vous avez un environnement, c'est la pauvreté, c'est la promiscuité. Et vous avez un autre qui est susceptible, c'est l'enfant. Et comment il faut faire? Il faut agir sur ces 3 axes. Sur ces 3 axes, les angines, on les traite. Il faut traiter toutes les angines. Et comme ça, on espère améliorer la prise en charge. Il faut améliorer l'environnement. Vous voyez que ce n'est plus maintenant un problème médical, mais c'est un problème économique, social et politique. Et il faut protéger l'enfant qui est l'autre privilégié. Il faut traiter le streptocoque bêta-hémolytique. Il faut réduire l'inflammation parce que très souvent, quand il y a la crise de rhumatisme articulaire aigu s'installe, le streptocoque a disparu au niveau de la gorge. Il faut donc traiter l'inflammation et il faut traiter les complications. Je ne reviens pas sur le traitement des angines parce que vous le savez, mais je l'ai mis peut-être que parce qu'il y a des étudiants qui en auront besoin. Mais l'OMS avait dit que même si on n'arrive pas à traiter une angine pendant une semaine ou 10 jours, il faut au minimum faire une seule injection de benzaltine pénicilline pour pouvoir diminuer les cas de rhumatisme articulaire. Évidemment, le traitement anti-inflammatoire, c'est la corticothérapie, plus que la salicylothérapie, parce que nous avons utilisé surtout la corticothérapie. Mais vous voyez que vous avez des enfants qui ont fait 3 mois de corticothérapie à l'hôpital se retrouvent avec un faciès cushingoïde et avec pas mal de complications. Il faut traiter les complications, la chorée, la cardite. Il faut traiter aussi l'insuffisance cardiaque, les arythmies, les événements thromboemboliques, mais surtout, à la longue, il faut aboutir à la chirurgie, ce qui n'est pas facile. Et la chirurgie, en Afrique, vous voyez qu'il y a des lésions qui sont terribles. Hein. Quand on regarde un anapathe, vous avez des sténoses mitrales serrées, vous avez cette lésion en museau de carpe ici, vous avez l'atteinte de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire qui est très importante et qui rend cette chirurgie très difficile. Alors, devons-nous opérer les malades en Afrique subsaharienne? Oui, parce qu'il y a quelques centres quand même qui se développent. D'abord Abidjan, qui a été un grand centre pendant longtemps, et Dakar maintenant, le centre ici à Chizon, et je pense que dans beaucoup de pays, des unités de chirurgie cardiaque sont en train de s'installer. Il y a des cas qu'il faut opérer, des malades qu'il faut opérer, mais il se pose le problème de la technique, parce que vous avez vu les lésions valvulaires et sous-valvulaires qu'il y a eu tout à l'heure. L'aplasie dans les cardiopathies rhumatismales donne très souvent de très mauvais résultats, ou bien il faut être un excellent chirurgien pour pouvoir faire. Les prothèses mécaniques en Afrique, ça pose problème aussi, parce que c'est le traitement anticoagulant au long cours, mais ça donne de très bons résultats, et nous avons fait notre choix. On a dit, si on doit opérer, on met une prothèse mécanique. Mais les bioprothèses ont dit non, parce que chez l'enfant, vous avez très souvent
une dégénérescence rapide et il va falloir réopérer. Alors que pour la première intervention, très souvent, c'est de la solidarité familiale ou de la solidarité nationale qui s'est débrouillée pour avoir l'argent pour qu'on puisse opérer. Et il est très difficile de les faire réopérer. Et réopérer, même dans les pays développés, c'est encore difficile. Bon, mais c'est des choix. On est obligé de les faire parce que nous sommes en Afrique et nous devons tenir compte de nos réalités. Est-ce qu'on doit toujours opérer en Afrique? On peut dire non parfois parce que ça coûte cher. Quelle que soit la technique, ça coûte cher. Les résultats de la chirurgie palliative, de la chirurgie reconstructrice sont parfois incomplets. C'est une chirurgie palliative. Et parfois, il y a des malades que le chirurgien ne peut pas toucher parce qu'ils ont des hypertensions artérielles pulmonaires très importantes. Ils ont des dégâts myocardiques et endocardiques très importants. Ils ont aussi d'autres pathologies associées, si bien que le chirurgien ne préfère pas ne toucher à ces malades parce qu'ils sont trop graves et risquent de les aggraver. La prévention, donc, reste une arme de choix. La prévention chez les malades qui n'ont pas de cardite, c'est au moins de la pénicilline pendant 5 ans, au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, en essayant de couvrir la période pubertaire. La prévention secondaire, c'est toujours la prophylaxie par les antibiotiques. C'est la prévention de l'endocardite, mais la prévention aussi et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, le traitement des arythmies, et vous avez aussi les problèmes thromboemboliques. Parce que quand en Afrique, quand vous voyez quelqu'un qui fait un sujet jeune qui a un AVC, c'est très souvent une cardiopathie emboligène et d'origine rhumatique. Alors, c'est pourquoi Kaplan, qui a beaucoup travaillé sur le rhumatisme articulaire aigu, disait que les enfants, surtout les pauvres, qui n'ont pas de moyens et qui n'ont pas de carte pour voter, n'ont pas de carte pour voter, donc ils ne sont pas capables d'influencer les politiques, parce qu'ils ne sont pas des électeurs, et compte tenu de l'état de la recherche, il n'y aura pas de vaccin d'ici longtemps. Si on avait fait autant d'efforts sur le rhumatisme articulaire aigu qu'on en a fait avec la pandémie à Covid-19, peut-être qu'on aurait déjà trouvé un vaccin, mais depuis lors, ça n'intéresse plus personne et pratiquement. Et pourtant, le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales sont des maladies cardiovasculaires qu'on peut prévenir de manière efficace. Il suffit d'un support financier pour aider le système de santé pour que ces affections puissent diminuer de manière durable. Et vous voyez que on a montré que déjà la pénicilline, ça apparaît ici de partir de 1860. Vous voyez que rien qu'avec l'amélioration des conditions de vie, la prévalence des cardiopathies rhumatismales avait commencé à diminuer. Et donc, vous voyez, rien n'est fait en Afrique, mais au Costa Rica, quand on fait des efforts de prévention, vous avez les résultats, de même que ici à Cuba, on a des résultats qui sont probables. L'environnement et le système de santé influent sur la survenue de ces cardiopathies rhumatismales. Et on va détailler cela parce qu'il y a les déterminants socio-économiques et environnementaux, la pauvreté, la malnutrition, la promiscuité, la surpopulation et l'instabilité. Cela a pour effet le développement rapide des infections streptococciques et la difficulté d'accès aux soins. Et donc, vous avez l'augmentation du taux d'angine, le rhumatisme articulaire aigu, et puis les récurrences aussi sont faciles. Il y a de l'autre côté, le système de santé. Le budget est insuffisant, les agents de santé sont mal encadrés ou bien n'ont pas été bien formés, ou bien la population n'a pas été très bien informée. Cela aboutit à de mauvais diagnostics, des traitements inappropriés, une prophylaxie secondaire inappropriée et une mauvaise compliance aussi. Donc le rhumatisme articulaire aigu flambe. La première attaque passe de manière souvent méconnue. L'évolution est sévère. La prophylaxie est tardive et il y a beaucoup d'hospitalisation. Et finalement, à la longue, c'est une chirurgie au long cours qui est très coûteuse. Donc vous voyez que il a été démontré que la prévention avec
l'extensiline est efficace et il faut traiter 60 enfants, hein, pour éviter un épisode de rhumatisme articulaire. Et par contre, pour l'hypertension artérielle modérée, il faut traiter 800 patients pour éviter un épisode d'AVC. Donc vous voyez que normalement, si on fait un peu d'effort, on peut s'en sortir. Le coût estimé pour la prévention d'un cas de rhumatisme articulaire aigu par une seule injection d'extensiline est de $46 par an. Et le remplacement valvulaire, $15 000. Beaucoup de malades n'ont pas accès à cette chirurgie parce qu'il n'y a que très peu de centres qui en font de manière régulière. La prévention est effective. Vous avez vu les résultats du Costa Rica, diminution de 80% des cardiopathies rhumatismales, des Antilles, et pour eux, ils avaient 50 000 dollars US sur un programme de 5 ans. Ils ont pu faire des miracles. Et donc voilà l'exemple du Costa Rica. Vous voyez ici le déclin du rhumatisme articulaire aigu des cardiopathies virales et l'augmentation de l'utilisation de la pénicilline pour la prévention. Donc c'est efficace. L'OMS a donné un programme global qui a inclus 22 pays avec des résultats probants dans certains pays, mais dans beaucoup de pays, surtout des pays africains, le résultat n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en Afrique subsaharienne? Il faut traiter les patients, il faut faire de la prévention. La prévention, c'est d'abord lutter contre la pauvreté, l'éducation. Il faut établir un programme national, mais ce programme national a besoin d'être financé, d'avoir un suivi et une évaluation. Mais surtout, dans ce programme national, il faut une volonté politique. Parce que sans la volonté politique, nous ne nous en sortirons pas. Les perspectives, c'est les cardiopathies rhumatismales restent encore un gros problème de santé publique dans les pays sous-développés. L'Organisation mondiale de la santé espère avoir une réduction de la mortalité prématurée par rhumatisme articulaire aigu de 25% aux environs de 2025. Nous ne sommes pas très loin de 2025 et pourtant je pense que ce n'est pas. Ces objectifs peuvent être atteints, c'est discutable, avec une bonne politique de prévention primaire et secondaire. Il y a un besoin urgent pour les politiciens pour créer des programmes primaires et secondaires de prévention et pour trouver de la pénicilline à bonne dose et de manière régulière dans tous nos pays. Des progrès importants ont été réalisés par certains gouvernements depuis l'adoption en 2015 par les chefs d'État de la déclaration de Drakensberg. Et dans ce communiqué d'Addis Abeba, qui a été initié par la réunion de Drakensberg, on a demandé à ce qu'on établisse des registres pour mesurer la morbidité et la mortalité et pour obtenir une réduction de 25% vers 2025. Et on a demandé à ce que la pénicilline soit disponible. On a demandé aussi que l'accès des soins soit facilité. On a demandé aussi la décentralisation de l'expertise technique, que l'échographie puisse être disponible. On a demandé aussi l'établissement des centres de chirurgie cardiaque pour pouvoir prendre en charge les malades qui ont des lésions évoluées. Ils ont demandé aussi à ce qu'il y ait chaque fois un programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, en demandant aussi la participation des organisations non gouvernementales pour la mobilisation des ressources. Voilà ce que nous avons fait pour le Sénégal, un plan pour, en passant du dispensaire, du poste de santé, du centre médical, jusqu'à l'hôpital universel. Voilà notre plan avec à chaque niveau ce qu'on doit faire pour pouvoir lutter contre ces maladies
ces cardiopathies rhumatismales. Mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu un sou pour ce programme. Et donc, c'est bien dommage. Je vais conclure pour dire qu'il y a un déclin, certes, du rhumatisme articulaire et des cardiopathies rhumatismales, mais l'Afrique subsaharienne reste encore le point chaud de ces affections. Et des efforts importants sont nécessaires pour éradiquer cette maladie. Ben, parce que nous sommes en train toujours d'attendre le vaccin et ce n'est pas évident. J'ai l'habitude de conclure en disant que c'est vrai que nous allons tous mourir. C'est vrai. Nous allons tous mourir un jour. Mais la mort n'a pas besoin d'être lente, douloureuse et surtout prématurée. Et c'est ce qui arrive très souvent chez les enfants ou les jeunes adultes qui sont en Afrique subsaharienne qui meurent de cardiopathie rhumatismale. Donc, c'est encore un problème. Je ne voudrais pas terminer sur cette note triste, mais je voudrais aussi, voilà, vous remercier en vous annonçant le mariage de ma fille Sophie. Voilà. Pour éviter que tu...